répondu à ma question. Parce qu'on ne peut pas commencer à penser, à agir si on n'est pas devant une situation problématique. Et il a dit, il a trouvé une certaine limite aux autres théories de la connaissance. C'est pourquoi il faut cette nouvelle théorie de la connaissance. C'est ce qu'il fallait préciser avant pour nous situer tous. Et il a fait. Maintenant, sa solution à lui doit être compréhensible pour nous aussi, ou bien est-ce qu'il faut se remettre à Alexandre? Non, on le comprend. Oui, c'est déjà disent sur l'herméneutique. Vous savez qu'il faut un code de décodage spécial fourni par l'auteur pour décoder. Donc, il nous conseille de le lire d'abord. Donc, lorsque l'ensemble de l'œuvre sera exposé, peut-être que les aspects qui nous paraissent obscurs aujourd'hui, parce que c'est le tout premier jet, c'est la sortie de l'enfant le 7e jour après sa naissance. Quand vous nous posez la parole, alors pourquoi on passe tout ça ici si on ne doit pas apprendre qu'il faut lire d'abord le livre? On nous a dit, Dieu lit le livre avant de venir ici, donc on nous a compris le temps. Bien, il faut qu'il nous réponde. Oui, je dois répondre. On peut passer à la question de M. Avignon. La théorie est nouvelle, pensez connaître l'imago, mais vous n'avez pas donné les définitions de ces termes-là. Et puis, il faudrait que vous nous précisiez le nous et le noustique. La nouveauté. Oui, pour gagner du temps, Oui. je vous avais demandé en aparté Oui. si cette histoire d'imago rappelle les archétypes de Jung. Les archétypes qu'analyse le disciple de Freud, qu'on appelle Jung, Carl Gustav Jung, a parlé des archétypes. C'est comme les idées de Platon, mais une sorte de banque de données où les êtres humains vont puiser des images. Est-ce que c'est la même chose pour votre imago? Si vous dites ça, peut-être que M. Adéon et les autres seront éclairés. Oui, monsieur. Mais il ne faut pas dire qu'on doit lire d'abord, parce que vous avez sorti un concept. Il faut donner la compréhension de ce concept-là, de telle sorte que si nous on sort de cette salle, et on dit, bon, M. Akona parle de l'imago, ça ressemble aux archétypes de Jung, ou bien ça ressemble aux idées de Platon. Là, on est fixé. Mais si c'est un ectoplasme indéfini, on va dire que lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Il est inspiré, mais il ne sait pas de quoi il parle lui-même. Donc voilà l'aide que nous pouvons vous apporter pour mieux traduire vos idées. Il faut nous traduire l'idée. Oui. Et là, je vais... Bon, à propos des à propos des archétypes de Jung dont vous parlez, vous pouvez nous dire un peu ce que... Je sais ce que c'est que les archétypes chez Jung. Depuis notre première conversation, la première fois que nous avons reçu sur le... Oui, il a théorisé il y a 80 ans. Oui. Je ne le connaissais pas avant. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne regarde pas les imagos comme étant élaborés à partir d'une banque de données qui existait déjà. Voilà. C'est pourquoi quand je passe d'imago, par exemple, je dois également parler du concept de danse. Parce que la matérialité humaine est portée par la danse. Toute l'humanité est portée par la danse. Et la danse est venue sur fond des imagos originaires. Voilà. Donc il y a certaines idées qui nous sont inspirées, non pas par nos occupations dans la tranche de vie que nous sommes en train de passer, mais plutôt qui viennent de la danse que nous avons héritée de nos ancêtres, les hominines originaires. Vous voyez? Oui. Donc les imagos sont là, en nous. Mais en tant que production née de la synergie entre la matérialité humaine et
la palissade. C'est l'imago, c'est l'homme lui-même, porté en lui-même autrement. Donc, là nous entrons maintenant dans les arcanes, parce que je suis obligé de sortir certaines choses. Comment est-ce que nous en venons à sécréter des imagos en nous-mêmes? C'est ce que j'appelle le processus d'imagonisation. C'est pourquoi l'imago, par exemple, tel que je l'ai dit, c'est de l'humain. C'est de l'humain dans l'humain. Et il y a beaucoup d'imagos. Sur les imagos, pas des états de choses. C'est les états de choses qui nous inspirent les idées. Les états de choses ne sont pas dans le monde, ni dans le petit monde, ni dans le grand monde. Mais à partir des états de choses naissent des idées. Spontanément. Hein? Spontanément. Spontanément. Tout ce que nous disons, c'est les états de choses qui nous inspirent ça. Quand vous présentez par exemple une copie de philosophie, si vous n'avez pas en vous les imagos de la philosophie, vous ne pouvez pas sentir qu'il y a de la philosophie qui se déroule sur ces pages-là. Ce n'est pas les idées, ce n'est pas la connaissance. Vous comprenez? Ou alors... Non, il faut pas aller trop vite. Voilà. Parce que c'est tout nouveau pour nous. Voilà. Donc vous voulez dire, comme le type est démocrite, oui, que lorsque nous avons un texte de philosophie sous les yeux, il y a une sorte de sympathie rendue possible par les imagos, voilà, qui se trouvent en nous et qui décodent le texte. Qui décodent le texte, mais en notre insu, parce que ça n'apparaît pas à l'esprit humain. C'est pourquoi je vais parler de la connaissance en distinguant. Ou bien l'objet de connaissance se confond avec l'esprit, ou bien il s'en distingue, je distingue de l'esprit, tout au moins formellement. Le terme de sympathie, c'est beaucoup plus proche de ce que M. Akpadan veut dire. Sympathie en grec, c'est sentir avec. Allez, vous continuez. Okay. Donc, les prolégomènes, il y a la partie où je me suis beaucoup plus apprécié sur le processus de la pensée. Voilà. Vous avez encore une autre question? La question de M. Chandra. Oui. On y arrivera. Laissez le temps de vous guider. C'est lui qui a construit la chose. Il ne faut pas lui imposer d'autres sentiers. Il a déterminé de manière mathématique son champ. Donc, comme vous l'aurez dit, voilà. À propos de la pensée, j'ai certains passages à vous lire. Sauf et pensée, voilà. C'est le livre 1,52A à 62D. A à 62D. Avant de m'avancer sur le terrain de la pensée elle-même, hein, je voudrais revenir encore sur l'imago. Oui. Et déboucher directement sur la pensée pour que vous puissiez me comprendre. Allez directement. Vous gagnez du temps. Bon, ok. Parce que bon, tel que je l'ai précisé dans le discours, j'ai dit que la pensée, j'avais dit en passant que la pensée est tout dépassement. Qu'un homo qui pense est un homo qui s'élève sur sa propre sépulture. Maintenant, je veux préciser cela. En réalité, dans un humain qui pense, on a deux processus. Le premier processus est présidé par la puissance positive, qui est une puissance dans la nature, qui pénètre tout phénomène quand je dis dans la nature, quand je dis nature, c'est l'univers.
Ce n'est pas seulement notre atmosphère là qui se limite à 12 km là-bas. Voilà. À 80 km, bon, la troposphère est ici. La stratosphère jusqu'à 80 km. Nous sommes, bon, ce n'est pas notre petit espace qui nous permet de respirer. Nature, c'est univers, c'est monde. Et puis il y a monde, petit monde, et puis grand monde. Maintenant, quand je dis c'est un humain qui s'élève sur sa propre certitude, c'est le grondement d'un monde qui se dépasse. En réalité, qu'est-ce que je veux dire là-bas? C'est que dans l'humain qui pense, comme je l'ai dit, s'exerce deux puissances. La puissance positive, c'est la puissance positive qui fait que quand un objet est devant nous, notre esprit arrive à le saisir. Le yin et le yang s'opèrent dans la nature. Oui, mais mais travaille aussi sans l'intrusion de l'homme. Hein. oui, indépendamment de l'homme. C'est ça. C'est vrai. Mais le yin et le yang, moi, je les placerai concomitamment dans la puissance positive. Bon, Voilà. ça c'est un volet. Là, lorsque vous dites que le travail de la pensée est une sorte d'élévation sur sa propre sépulture, est-ce qu'on peut le comparer à ce que Heisenberg dit en épistémologie sur la trajectoire de l'électron? Parce que tout à l'heure vous avez dit que vous, c'est les mathématiques. Oui. C'est pourquoi je vous ramène sur ce terrain. Oui. Heisenberg dit que l'incapacité de l'homme de définir la trajectoire de l'électron, malgré l'existence de la formule, est due au fait que la nature est indépendante de la partie qui étudie. Voilà. Est-ce que c'est la même chose que votre théorie? Voilà. Parce que pour parler de sépulture, il faut que vous abdiquiez vos puissances de connaissance. Je vous ai compris. Ce que dit Heisenberg à propos de l'incertitude scientifique en microphysique. La même thèse est corroborée par Albert Einstein. Lorsqu'il dit que l'incertitude, la citation, j'ai une citation sur la place. Lorsqu'il dit que le parallèle que moi je vais j'arrive. poser, lorsque vous connaissez les deux théories, il n'y a pas de problème. Hein? Je connais les questions. Oui. Ok. Et lorsqu'il dit que le phénomène, lorsqu'il dit que le fait de ne pas pouvoir préciser, Non, prédire, voilà, la trajectoire de l'électron. le fait de ne pas pouvoir prédire, la trajectoire ou la position de la particule à un moment donné, Oui. le fait de ne pas prédire cela ne donne pas décoller de scientifique parce que la nature n'est pas seulement ce mécanisme, cette mécanique toujours prévisible par la science. Parce que je ne peux pas présenter justement parce que la meilleure saisie de la nature, la meilleure saisie de la constitution de l'univers, c'est Einstein qui nous en donne la représentation à travers sa théorie de l'énergie. Il n'y a pas encore de théorie énergétique qui dépasse la théorie einsteinienne. Pour l'instant. Einstein dit que c'est parce que nous saisissons la nature comme processus mécanique purement et simplement connaissable par la science. Pour mieux comprendre la nature, il faut y ajouter des incidences cosmiques. Vous comprenez? Qu'est-ce que lui dit par là? C'est-à-dire que l'expérimentation de laboratoire seule ne pourra jamais suffire à rendre compte de la mécanique de la nature. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, ce que... Non, l'aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention, lorsque vous parlez de puissance destructrice, il y a des épistémologues qui disent que la connaissance humaine
introduit du désordre et de la destruction dans l'ordre de la nature. Dans l'ordre de la nature. À partir de là, de deux choses l'une. Ou bien vous souscrivez à cette intrusion du désordre dans la nature par la pensée humaine, oui, ou bien vous prenez la thèse inverse qui dit que la pensée ordonne l'univers. Style kantien. Non, je suis donc si vous ne faites pas ces parallèles-là, oui, les interlocuteurs ne vont pas vous comprendre. C'est comme vous restez un poème, que vous seul vous décodez. Voilà. Je suis dans cette thèse-là. Oui. C'est la pensée Oui. qui amène l'ordre dans la nature. C'est ça. C'est Et pas les désordres. Attendez, Ah bon. c'est en même temps par la pensée que le désordre apparaît dans la nature. Dans la nature. Ce que j'appelle musique. Je l'avais dit que la musique transcende la force dont nous parle Schmeisser, la force qui régit la nature. Et l'organisation, pourquoi des espèces en viennent à disparaître? Ces espèces ne disparaissent pas sous la seule égide de la force de la nature. Vous comprenez? Cette force qui peut nous être démontrée mécaniquement par la science moderne. Donc c'est pas seulement sous l'égide de cette force. La musique, telle que je l'ai intitulée, n'est pas unidimensionnelle comme la force qui organise la nature. La musique est protéiforme. Vous voyez? Donc, il y a certains éléments qui doivent normalement, au cours de l'évolution des espèces, certains organismes doivent en venir à disparaître, mais en raison de certaines nécessités qui se sont imposées au plan de la protéiformité de la musique, ces espèces, le disparition peut se trouver retardé. Alors qu'on peut la réciter dans le même temps. La disparition d'autres espèces qui, dans l'ordre scientifique des choses, ne devaient pas avoir lieu. Vous comprenez? Oui, ça c'est une interprétation personnelle de la théorie de l'évolution. Je crois que M. Ballon voudrait ajouter quelque chose. Oui. Je voudrais dire que critique tradition selon la philosophie aristotélicienne, où on peut parler de génération et de corruption. Mais M. Apparent veut nous faire voir qu'il n'y a que la génération spontanée. Parce que tout à l'heure, je lui avais fait une suggestion, il a dit. Je voudrais poser cette question. Nietzsche avait de la sympathie pour les criminels. Est-ce que la criminalité dans votre système, c'est un imago ou bien c'est une idée? Parce que pour Nietzsche, le criminel, c'est une personne qui se réalise pleinement à travers le crime. Et il admire le courage du criminel de pouvoir, par exemple, s'en prendre à son semblable et de l'exterminer. Est-ce que la criminalité, puisque la pensée de l'homme ou bien suit le cours de la nature, ou bien crée du désordre, est-ce que ici, la criminalité pour vous, c'est de l'imago ou bien c'est une idée, encore comment percevez-vous la chose? Voilà. Il n'y a pas d'instinct. Non, j'ai posé également ma théorie des instincts. J'ai distingué 5 niveaux d'instinct, au sommet desquels se trouve l'instinct du meilleur moi-même, qui n'a lieu que dans le mousse. Vous voyez? Vous voyez? Donc la criminalité, c'est un instinct. Les instincts, S'il y a 5 étages, il se trouve, voilà. ce qui fait que la raison elle-même, puisque je dis que la philosophie des imagos n'enseigne pas la raison à ses disciples, ce qu'il leur enseigne, ce qu'elle leur enseigne, c'est de se retrouver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par la pensée, par la sécrétion des imagos, en viennent à apparaître dans la nature, dans l'humanité, des instincts qui n'existaient pas au départ. Voilà. Donc, par la présence, sur fond de présence d'imago, des instincts apparaissent dans l'humanité. Parce que l'instinct, pour la définition la plus succincte que je puisse lui donner, l'instinct, c'est une manière de se prendre de lui-même. Voilà, une manière de se prendre de lui-même. Une manière de se prendre de notre matérialité. Vous me suivez? Et cette façon de se prendre n'a lieu que sur fond d'imago. Même le philosophe qui sent sur une copie se dérouler de la philosophie, qui sent sur une copie, se faire de la philosophie,
ne le sent que qu'à travers l'instinct de la philosophie. Parce que cet instinct est né sur fond des imagos par lesquels il a saisi la chose philosophique elle-même. Je pense que maintenant, des éclaircissements apparaissent. Les dinosaures avaient existé, on a vu le fossile. Mais ces animaux n'existent plus dans la nature. Comment en viennent-ils à disparaître? Voilà. C'est parce qu'au cours de l'évolution, certains instincts doivent voir le jour dans cette genre animale, dans cette espèce, pour pouvoir accompagner les nécessités du jour, les impératifs du jour. Mais ces instincts n'étaient pas constitués dans ces animaux. Ces animaux ont vu leur jour décliner. Et Darwin même le dit. Tiens, Darwin, il le dit, oui. Mais il dit également que la théorie de l'évolution n'est pas la seule explication scientifique de l'univers. Et je reviens là-dessus. Ceux qui l'ont lu comprennent ça. Donc nous allons arrêter les réflexions à ce niveau pour aujourd'hui. Donc nous avons compris que M. Akpagan se situe, si on doit le comparer aux philosophes qui l'ont précédé, entre Bergson, Platon et peut-être la mystique de Plotin de Pythagore, parce que ces philosophes ont le propre d'ajouter, tout en utilisant les mêmes concepts que les autres, d'autres compréhensions à ces concepts-là. Et je crois que c'est dans cette grille que le conférencier a eu du mérite. Je voudrais l'encourager à ne pas se sentir offusqué par l'incompréhension des autres. Cela est propre à toutes les idées neuves. Les gens ne comprennent pas d'emblée. Et c'est pour ça que Nietzsche disait que ceux qui allaient le comprendre n'étaient pas encore nés. Donc, lorsque nous lisons aujourd'hui Nietzsche comme maître du soupçon, et nous comprenons pourquoi certains se font gendarmes ou policiers pour tabasser les autres au nom de la République, là nous comprenons Nietzsche. Parce que c'est leur volonté de puissance qu'ils manifestent sous le couvert de la République. Donc je voudrais remercier en votre nom M. Akpagan pour cet effort de réflexion. Et j'espère que d'autres efforts vont surgir au sein du département et que nous allons nous enrichir mutuellement par ces apports-là. C'est dans ce discours une sorte de mystique qui donnait l'impression qu'il travaillait sur cette inspiration d'un diamond comme celui de Socrate. Je vous remercie. Mais je ne sais pas pourquoi la petite d'Akpagan est au-delà de la mystique des gens. Ça, c'est propre à la métaphysique. Lorsque vous sortez des censures baptistes, et bien on peut rentrer dans une pensée. On peut comprendre l'image de ça, mais sa manière de voyager.